Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, une semaine au cours de laquelle, en fait, on va très largement parler de mondialisation, relocalisation, l'ensemble de ces affaires qui, aujourd'hui, je crois, nous passionnent collectivement. On va commencer pour le coup à Washington, d'ailleurs, très exactement, puisqu'on démarrera en visio avec un entrepreneur avec lequel je parle depuis de nombreuses années, Jean-Yves Courtois, le patron d'Aurelia. En fait, je vais vous raconter tout ça. Il a participé à Galileo. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis, à Washington, depuis plusieurs années. Et c'est l'Amérique qui lui permet de développer cette entreprise qui est aujourd'hui une entreprise française. Derrière, Emmanuel Combe viendra, l'économiste, nous parler justement de relocalisation, souveraineté. Et puis, on va tirer ce fil comme ça pendant toute la semaine. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis, on terminera avec ce bouquin-là, aujourd'hui, Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. A priori, si vous regardez Bismart, vous en faites partie ou vous allez en faire partie. Donc voilà, on va voir un petit peu qui vous êtes. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc on démarre aux États-Unis avec Jean-Yves Courtois, le patron d'Aurelia. Salut Jean-Yves. Ravi de te retrouver. Alors pour le coup, dans un lieu prestigieux, tu me disais tu es à Arlington. Franchement, oui. La ville où se trouve le Pentagone. Le nom que tout le monde connaît. C'est-à-dire, oui, c'est ça, le cimetière d'Arlington, en fait, puisqu'on a le cimetière. En fait, c'est une ville, c'est la ville militaire des États-Unis, quoi. Oui, exactement. Tu es parti là-bas il y a combien de temps, Jean-Yves? Je suis arrivé en août 2007, donc bientôt 5 ans, juste avant l'élection de Donald Trump. Alors, d'ailleurs, tu nous diras un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. Moi, si je voulais qu'on se parle à nouveau, c'est que, en fait, Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, est venu nous voir il y a maintenant à peu près 3 semaines, un mois, mais d'une manière quasi naturelle, nous a raconté ce dont personne ne parle, c'est-à-dire le succès discret et néanmoins impressionnant de Galileo, du dispositif de positionnement européen Galileo. Et c'est d'ailleurs assez terrible parce qu'on dit le GPS européen, ça n'a absolument aucun sens, bref, de notre Galileo. Et donc, il disait 2 milliards d'appareils aujourd'hui. Donc, les téléphones portables, mais pas seulement, il y a des montres, tournent avec Galileo. Et alors, ça m'a inspiré deux réflexions. La première, donc, c'est que quand même l'Europe n'arrive pas à vendre ses succès, quoi. Enfin, c'est ahurissant que personne ne le sache, parce que je crois que personne ne le sait. Et la deuxième, c'est justement sur le cheminement de l'innovation, parce que Aurelia était au tout départ de Galileo. Tu peux me raconter un petit peu la position que vous avez, j'imagine toujours, Jean-Yves, au cœur de ce système de positionnement européen? Oui, un système de positionnement par satellite, c'est un système d'horloge volante, en fait, puisqu'on détermine sa position en calculant le temps que mettent les ondes radio d'aller du satellite au récepteur GPS. Et nous sommes les fabricants des horloges atomiques de Galileo. Donc, depuis l'origine, vraiment depuis 1995, on a travaillé avec l'Agence spatiale européenne pour faire voler ces horloges dans l'espace. Il y en a 4 par satellite. Et on est toujours le fournisseur de ces horloges aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple au début? C'est-à-dire, mais c'est ça qui m'intéresse, Jean-Yves. On a fait des gros titres à partir du moment où, à un moment, sur ces 4, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une ou deux qui n'arrivaient pas à synchroniser, c'est ça, quand le truc est parti? En fait, c'est des systèmes d'une complexité absolument vertigineuse parce qu'on cherche à se positionner au mètre près en utilisant des objets qui sont à 20 000 km de nous et qui volent à 10 000 km/h. Donc, on n'imagine pas la complexité, c'est un miracle technologique. Vraiment, c'est sidérant que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Donc, quand on lance des systèmes comme ça, les satellites, par définition, lorsqu'ils sont lancés, on ne peut pas aller faire la moindre retouche. Ce n'est pas comme un avion qu'on lance et qui a des problèmes techniques qu'on règle au sol. Donc, on a effectivement eu un fabricant de composants a changé ses process de fabrication. Les radiations et le stress thermique les ont fait lâcher au bout de quelques années. Et donc, on a vite diagnostiqué le problème et on a changé le design pour éliminer ces sensibilités-là et éliminer ce composant. Et puis voilà, ça fonctionne. Mais comment composant qui avait des faiblesses, c'est tout. Hein. Et en fait, donc ça veut dire c'est la récurrence qui permet. Elles n'ont pas toutes lâché. Et donc, il y a tellement de systèmes de récurrence sur ces satellites. Parce que, comme tu le dis, vous n'avez pas pu aller. Vous avez fait ça sur
la fin de la constellation, mais vous n'avez pas pu faire ça sur ceux qui étaient déjà lancés, c'est ça, Non, hein, de toute façon, dans le spatial, les gens donc, sont bien conscients de tous ces problèmes-là, et donc il y a de la redondance dans tous les sens. Il y a 4 horloges par satellite, il y a 2 types différents d'horloges, justement, pour que les technologies soient totalement différentes, et chacune de ces technologies est doublée. Donc effectivement, il y a une horloge d'un type qui a présenté des faiblesses, donc certaines lâchaient, les autres pas, hein, c'était aléatoire, mais l'autre type fonctionne. Donc de toute façon, la mission, elle est assurée malgré tout. Donc c'est conçu pour faire face à ce genre d'éventualités très faibles, mais qui peuvent Moi, ce qui exister. m'a justement, et moi le premier d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ça me fait réfléchir sur notre rapport au risque, notre rapport à l'innovation, sur c'est alors George Bush fils, hein, non, c'était d'ailleurs son ministre de la Défense, qui avait parlé de nous comme de la vieille Europe. On en parlait à ce moment-là, et on en a parlé à ce moment-là pour dire ah bah vous voyez finalement on n'est pas capable de. Et à partir du moment où en fait tout s'est mis à fonctionner comme une horloge, c'est le cas de le dire, ça a quitté les gros titres. Et Oui. on oublie maintenant qu'effectivement, quand on est sur un GPS, enfin, je ne sais pas, je parle à tous ceux qui font du running, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez sur quel côté du trottoir vous êtes, sur quel côté de la rue vous êtes. Vous ne le saviez pas il y a 5 ans. Alors, ça ne sert à rien pour faire du running, mais en l'occurrence, c'est grâce à Galiléo, ça c'est ça. Hein, Non, c'est vrai qu'on parle des problèmes et pas des choses fantastiques qui sont faites. Galiléo a beaucoup de secrets cachés, en fait, hein, au-delà de ce que les gens voient dans la navigation par satellite, mais que GPS fournissait déjà pas mal, hein. Il y a plein de fonctions propres à Galiléo qui sont uniques au monde, hein. Il y a par exemple une voie retour. On peut envoyer des SMS par Galiléo. Ça permet d'accuser réception d'un signal de détresse envoyé, par exemple. On a fait un essai il y a quelques mois en vol. On peut activer à distance une balise de détresse d'un avion grâce à ce message spécial de Galiléo. Ça veut dire que l'avion de la Magellan Airlines, qui a disparu au-dessus de l'océan Indien, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Si ça se passait aujourd'hui, et si on utilisait cette technologie-là, on a démontré que nous, on appuie sur un bouton, on réveille l'horloge, on réveille la balise de détresse et on traque l'avion en vol. C'est une fonction de Galiléo. Il y en a d'autres qui permettent, par exemple, de s'assurer de façon absolument certaine que on reçoit bien le signal d'un satellite Galiléo et pas d'un pirate qui cherche à imiter un signal Galiléo. Donc ça permet de prévenir des attaques cyber faites par ondes radio. Le GPS peut, lui, être soumis à ces attaques. Galiléo, si on utilise un signal particulier Galiléo qui garantit l'authentification des signaux, ça n'arrive pas. Et je pourrais en citer d'autres, hein. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de fonctions. C'est un système qui a été pensé pour les usagers. C'est un système qui a été pensé pour des usages commerciaux, alors qu'il ne faut pas oublier que le GPS est un système militaire. C'est un système de l'US Air Force, et on donne accès à ce système aux civils. Galiléo a été pensé pour les usages, pour avoir un bon impact sociétal et pour des applications déterminées. Donc ça aussi, c'est un avantage énorme, en fait. Mais qui est capable de résister, comme tu me l'apprends là, un certain nombre d'attaques. C'est-à-dire c'est un Oui, enjeu de souveraineté qui va devenir oui. fondamental dans les années qui viennent, Tout Jean-Yves. à fait. Alors, il a les fonctionnalités du GPS, même militaire, hein, mais il en a plein d'autres. Donc c'est vraiment un système qui est fantastique, hein. C'est le meilleur qui existe aujourd'hui, hein. Bon, Et mais c'est alors, on va glorifie aller pas. sur ton activité, sur l'activité d'Aurelia et sur ce que tu fais à Arlington. C'est-à-dire, alors tu as parlé toi-même hein, de balises de détresse, de positionnement critique. En fait, c'est ça, Aurelia. Est-ce que tu peux le préciser? Au départ, et la première fois qu'on s'est parlé, c'était, oula, ça va nous rajeunir ni l'un ni l'autre. C'était en fait les horloges atomiques. Et des horloges atomiques, tu t'es diversifié sur le positionnement ultra critique. Oui, exactement. Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est que tout le monde voit bien à quoi le GPS sert aujourd'hui, mais le GPS a des faiblesses. C'est un système, comme j'ai dit, miraculeux, mais il utilise des ondes radio qui sont très très faibles quand elles arrivent sur le sol, puisqu'elles arrivent de si loin dans l'espace. Elles sont extrêmement faibles, donc c'est facile de les brouiller, c'est facile aussi de les manipuler. Comme je disais, des pirates peuvent en fait se prétendre être un satellite Galiléo ou GPS, et ça pose des vrais problèmes pour les applications critiques qui peuvent être attaquées. Donc nous, notre métier, en fait, ça consiste à aller ajouter des couches de sécurité par-dessus le GPS, de sorte que dès qu'il y a un problème sur les signaux GPS, on les détecte et on trouve une parade, on trouve une alternative au GPS parfois, pour être sûr que le système va connaître sa position ou son temps. Donc notre métier, c'est ce qu'on appelle le PNT, positionnement, navigation, timing, résilient. Résilient à tout type d'attaque, de bugs, parce qu'il y a aussi des bugs dans les systèmes Galileo comme GPS. Il y en a eu un gros dans le GPS il y a quelques années qui a interrompu les réseaux télécoms. Donc ça arrive régulièrement. Nos systèmes sont complexes, non parfaits,
l'européen comme l'américain. Et quand ça arrive, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact trop critique sur les infrastructures critiques. Mais comment est-ce que, alors, parce que là, ce que tu me décris nous éloigne de, enfin ou pas, j'en sais rien, tu vas me dire ça justement, de ce que tu faisais et de ce qui était en partie ton cœur de métier, on va dire il y a 4-5 ans maintenant, qui était de la balise de détresse par exemple pour les navigateurs. Alors les balises elles-mêmes sont une niche, effectivement, parce que c'est un exemple où il faut trouver une position dans un moment critique, où il y a des vies en jeu. Donc on se repose sur le GPS, mais pas seulement, par exemple, parce que le GPS n'est pas assez robuste, on ne peut pas le recevoir suffisamment vite, suffisamment bien dans certaines circonstances, donc il faut trouver une alternative. Donc les balises, c'est un exemple où on utilise GPS et un autre système, en fait, qui s'appelle Cospas-Sarsat, qui est un autre système satellitaire. Et on a plein d'applications comme ça, où en fait, lorsqu'il est absolument indispensable, en toutes circonstances, de connaître sa position, ou le temps, généralement à un millionième de seconde près ou un milliardième de seconde près, ça ne se fait pas tout seul. Et il faut combiner différents capteurs, différentes sources de PNT qui peuvent être des signaux satellitaires, des signaux terrestres, des fibres optiques, des centrales inertielles, des horloges atomiques. Donc en fait, on s'est diversifié dans tout ce panel de sources de positionnement de navigation timing que l'on sait combiner dans des solutions élaborées de manière à donner un niveau de fiabilité et de précision aussi bon que possible. Et donc l'ensemble de ce que tu me décris, de cette technologie, maintenant ça appartient aux Américains en fait. C'est à partir du moment où toi, tu es parti aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine, hein, c'était ça le sujet. Enfin, moi j'aimerais comprendre à travers toi en fait le cheminement de l'innovation dans la mondialisation. Tu vois un peu le truc, ça fait un colloque de 4 heures, mais c'est ça qui m'intéresse, Jean-Yves. C'est un problème fondamental et qui est mal compris et mal appréhendé, je trouve, par les gouvernements, la France comme les autres. En fait, il faut bien comprendre que dans la high-tech, la différence, et ça tout le monde peut l'entendre, ça se fait par la R&D, la puissance de feu qu'on a avec des ingénieurs pour penser et développer les bonnes technologies. Une entreprise a vocation à faire de l'argent quand même pour pouvoir vivre et se développer, donc elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle gagne. Et donc ça veut dire que plus on a de chiffre d'affaires, plus on peut investir en R&D et faire la course en tête. Plus on est gros en chiffre d'affaires, plus on va être innovant, dominant et mener la course en tête. Donc quand on est une entreprise innovante comme nous, de technologie, il faut aller chercher le maximum de marché possible à partir des technologies dont on dispose. Il se trouve que, dans le domaine que je décris, le plus gros marché est aux États-Unis. Donc c'est un fait. Le marché américain est beaucoup plus efficient que le marché européen. Les Américains dépensent plus dans la défense que les Européens, etc. Il y a des raisons comme ça qui font que, dans ce domaine-là, le plus gros marché est aux États-Unis. Donc je suis allé aux États-Unis pour développer mon entreprise et pour que, en gros, son chiffre d'affaires représente la structure du chiffre d'affaires de ce secteur au niveau mondial. Donc moi, j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui fait aux États-Unis parce que mon marché mondial est à 60% aux États-Unis. Donc je ne fais que refléter la structure du marché. Après, si je me mettais un drapeau français dans le dos en disant je veux rester qu'en France, en fait, je mourrais et je serais un acteur de deuxième ou troisième rang parce que je n'aurais pas le chiffre d'affaires nécessaire pour innover. Maintenant, dans la pratique, on développe les technologies qui sont des technologies duales de façon complètement ouverte, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, ça ne change rien. Ce sont des technologies qui ne sont pas soumises à la restriction d'exportation. Toutes nos plateformes technologiques, notre IP appartient à Aurelia, beaucoup est fait en France en réalité, mais aussi en partie aux États-Unis. Ces technologies-là servent pour les banques, pour les data centers, pour la défense, pour le spatial, pour plein d'applications différentes. C'est uniquement quand on a besoin de faire un développement spécifique pour une application militaire particulière, des fois des marchés classifiés, qu'on fait ça dans des entités juridiques très spécifiques, des équipes très spécifiques qui ont l'habilitation défense, qui ont la bonne nationalité et qui vont développer des technologies qui vont être régulées par les États et qui on pourrait qualifier appartenir à la France ou appartenir aux États-Unis. Mais 95% de la propriété intellectuelle d'Aurelia est libre et globale. Une boîte à texte, ça vit dans le monde global, ça va chercher son marché là où il est, et c'est comme ça qu'on est leader. Donc moi, si demain matin, le marché européen devient plus gros que les États-Unis, je mettrai évidemment le paquet sur l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait. On parle de Galileo, qui est un écosystème naissant encore très largement, où il y a plein de choses qui vont se faire, et comme je l'ai dit, des choses très bien et très originales. On met beaucoup d'efforts en ce moment pour se positionner sur les nouveaux contrats R&D de la Commission européenne
qui sont liés à l'écosystème Galileo. Et on a gagné pratiquement tous les contrats du monde PNT résilient dont je parle en Europe. Donc on va être le leader européen de ce secteur quand l'écosystème Galileo va atteindre sa pleine maturité. Jean-Yves, une fois qu'on dit ça, et c'est super clair et super intéressant, est-ce que néanmoins, il n'y a pas aussi quand même dans ta démarche, toi, de chef d'entreprise, d'aller se mettre là où il y a une forme de dynamisme que peut-être tu ne ressens pas si tu diriges une boîte de tech aujourd'hui en Europe? Tu comprends, c'est ce terme qu'on emploie dans le Sud à propos des sources, ça gisque. C'est-à-dire, hein, tu vois, quand tu vois l'eau qui sort de terre comme ça, est-ce que tu vois une dynamique qui est néanmoins différente, un rapport au risque qui te fait toi-même peut-être une sorte d'effet de levier dans l'enthousiasme? Oui, bien sûr, ça existe. Moins que ce qu'on pourrait penser par certains côtés, parce que les États-Unis doutent beaucoup d'eux-mêmes aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, etc. Donc, mais néanmoins, effectivement, la culture des employés aussi et la culture des grands clients, des grandes entreprises, et regardant notamment les petites, est très, très différente de la France. Donc, c'est vrai que c'est plus facile ici. D'accord, aux États-Unis, c'est plus facile, c'est plus rapide. On n'est pas regardé de haut, on est regardé sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a. Une entreprise petite aux États-Unis, c'est une entreprise qui va devenir grande. D'accord, c'est pas un petit qui a besoin d'être aidé et de protéger sous les ailes. Non, voilà, on laisse les choses se développer et le marché est beaucoup plus simple d'une certaine manière. Il est très intégré, alors que l'Europe, c'est une myriade de marchés nationaux, des langues, des normes, des habitudes aussi et des psychologies différentes. Et puis, c'est un marché qui est moins compétitif, en fait. Les marges sont plus fortes. Le marché européen, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis, comme nous, on est une boîte européenne, quand on réussit en Europe, on a plus de facilité aux États-Unis d'une certaine manière, parce que c'est très dur en France. Celui qui survit en Europe, c'est un héros. Ouais, c'est ça. Quand on réussit en France, on réussit partout en Europe. Quand on réussit en Europe, alors pour le coup, on est les… Ouais. Mais c'est un peu vrai, hein, hélas. Non, mais c'est intéressant. Alors, on ne l'a pas dit, hein, c'est à peu près, tu m'as dit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires Aurelia, mais oui. Quand tu es parti aux États-Unis et quand l'armée américaine a décidé de faire confiance à Aurelia, ce n'était pas 100 millions, c'était 3 fois moins, je ne me trompe pas. En fait, on a grandi beaucoup, on a doublé de taille aux États-Unis, hein, on a doublé l'effectif des employés américains en 5 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus simple ici, il n'y a pas de doute, et puis le marché est plus mature et à nouveau, il est plus grand. Donc, de toute façon, c'est toujours mieux d'être focalisé là où il y a beaucoup à manger, quoi. Dernier point sur lequel je voulais t'entendre, puisque tu baignes là-dedans, tu l'as dit d'une phrase, les États-Unis doutent d'eux-mêmes. Oui. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur le climat là-bas, particulièrement à Washington, au moment où on est sur cette passation de pouvoir. C'est vrai que moi, je suis arrivé aux États-Unis avec un peu le rêve que tu évoquais, parce que c'est un peu mythique, les États-Unis, notamment pour les entrepreneurs et de la high-tech. J'ai trouvé un pays différent de ce que j'avais imaginé. Je dois dire que c'est moins glamour que ça n'a été. C'est un pays qui, comme on le sait, doute pas mal de son avenir, qui a les mêmes phénomènes que l'on voit dans beaucoup de pays. Chez nous, ça a été les gilets jaunes. Aux États-Unis, il y a eu le phénomène Trump, le populisme, etc. C'est évidemment des choses qui minent, je veux dire, l'ambiance. Et les Américains, maintenant, ont beaucoup plus de doutes. Les Américains étaient considérés comme étant arrogants. Je trouve qu'ils ne le sont pas vraiment. Ils sont plutôt vraiment inquiets, je dirais, sur comment tout ça va évoluer, s'ils vont s'en sortir. Ils sont un peu malades de leurs inégalités quand même. Aussi, la pandémie a révélé toutes les faiblesses pratiquement du système américain tout à fait. De façon extrêmement spectaculaire. C'est rajouter à ça les problèmes de racisme systémique. Donc, ça fait quand même beaucoup. Pour un pays de digérer tout ça, le phénomène Trump, ça ne savait pas sortir du populisme. Donc, l'ambiance… Face à ça, il y a cette tech triomphante dont on parle nous, enfin tu le sais d'ailleurs Jean-Yves, dont on parle nous tous les jours, c'est-à-dire tous les jours c'est la puissance de Google, d'Apple, d'Amazon, Google, Amazon, on va dire, voilà, les deux vrais gros géants qui sont à nouveau les deux grandes puissances mondiales. Donc ça suffit pas à les rassurer en fait. Non, pas du tout. Non, mais surtout qu'il y a beaucoup de doutes sur maintenant les réseaux sociaux. Hein, Facebook, ici, la réputation. Quand même. Oui, mais c'est pour ça que je ne les citais pas, en fait, ceux-là. Je me concentrais plus sur Google et sur Amazon qui,
me semble être enfin, voilà, des puissances Non, technologiques c'est irrattrapables. plutôt l'exception. Ça, on le sent plus. C'est vrai que d'Europe, on voit les Airbnb, on voit tous ces trucs-là, mais ici, non. C'est pas ça c'est pas ça qui ressort. Notamment dans les cercles que moi je fréquente, un peu plus gouvernementaux, c'est plutôt le constat qu'on a pris du retard, qu'on se fait doubler, qu'on est lent. Les ratés du début de la pandémie, ça révèle. Purée, mais en Amérique, normalement, on est devant tout le monde, on donne l'exemple à tout le monde, et là, c'est plus le cas. Donc, il y a quand même une forme de réveil et de malaise. Et face à ce malaise et à cette incertitude, il y a une partie des gens qui se réfugient dans le populisme, dans les solutions simplistes, qui vont faire qu'empirer les choses. Et il y a une autre partie des Américains qui en prennent bien conscience. Et puis, il y a quand même l'espoir, avec le changement de présidence, de trouver, disons, sur ce chemin de crête, une voie de sortie vers le haut qui est possible. Il ne faut pas non plus négliger la capacité des Américains à se réinventer. C'est une société qui est absolument impressionnante de ce point de vue-là. La précarité, quelque part, du système crée un inconfort qui met les gens toujours prêts à faire quelque chose qui fait sens pour s'en sortir aussi d'une certaine manière. Donc il y a une flexibilité, une capacité de se réinventer. Je veux dire, s'ils vous laissent réinventer un avenir sur les technologies propres, se mettre des défis comme ça, avec la puissance du dollar, la capacité d'innovation, ça irait. Je veux dire, ce qui les mine le plus, c'est, je dirais, cette polarisation extrême des gens, cette espèce de gangrène populiste qui est difficile à éliminer. Mais s'ils arrivent à dépasser ça, ils rebondiront et ils peuvent reprendre le lead. Mais ils ont oublié ça. Eux-mêmes, ils se le disent peu, ils ne le pensent pas. Ils sont un petit peu quand même dans cette phase de choc, un peu désorienté. On verra comment l'évolution de la pandémie et puis l'administration Biden va reprendre des choses en main. Moi, je pense qu'il y a un espoir et on pourrait être surpris positivement aussi. Merci Jean-Yves. Merci pour tout ça. Jean-Yves Courtois, donc, le patron d'Aurelia, qui était notre premier invité sur Bismart. Bon, on va continuer l'ensemble de nos histoires de mondialisation avec Emmanuel Combe, l'économiste, professeur à la Schema Business School. Salut Emmanuel. Bonjour. Et donc là, c'est pour la Fondapol que tu as écrit une note complète sur souveraineté économique, ambition et réalité. D'abord, premier point, il se trouve qu'effectivement, j'en ai parlé récemment avec l'Obsoco, l'Observatoire des... Philippe Moati. Avec Philippe Moati. Alors, tu l'écris comme ça. La France occupe une position atypique au sein des pays riches en affichant l'un des plus forts taux de rejet de la mondialisation. Oui, c'est assez classique et structurel, ça ne date pas de 2020. Si tu remontes dans l'histoire récente, tu t'aperçois que les Français ont toujours eu une forme de défiance vis-à-vis de la mondialisation, ce qui est assez paradoxal, puisque la France étant un petit pays au sens géographique du terme, elle est par définition relativement ouverte sur l'extérieur. Donc une vraie défiance, alors ça peut venir aussi de cette idée qu'en France, quand on parle de mondialisation, on pense aussitôt à la dimension inégalité, avec cette idée qui n'est pas complètement fausse, que la mondialisation est globalement plutôt bénéfique, la taille du gâteau augmente, mais qu'à l'intérieur de ce gâteau, tu vas avoir des perdants et des gagnants. Donc on voit bien cette idée que les Français étant très sensibles à la question de la répartition des richesses, quand ils pointent du doigt la mondialisation et ses effets pervers, c'est quand même souvent sous cet angle-là. C'est parce qu'on a perdu les batailles, c'est tout, point à la ligne. C'est parce qu'on a perdu, en gros, on a perdu la seule bataille qu'on ait vraiment perdue, celle de l'industrie. Pas seulement, c'est aussi la bataille de la formation, puisque tu le sais, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si tu perds ton emploi, c'est de savoir si tu vas en retrouver un autre. Donc en réalité, pour moi, derrière tout ça, il y a l'incapacité ou la difficulté en France d'aménager des transitions à la fois sur le plan local, puisque tu vois bien que le nord de la France a été violemment touché par ce qu'on appelle le choc chinois, tandis que les ingénieurs de Toulouse sont plutôt contents, alors pas en ce moment parce qu'il y a la crise Covid, mais plutôt contents de la mondialisation parce que les Airbus, c'est pas la France qui les achète, ce sont les Chinois. Oui, mais alors c'est là où, bon, tant pis, c'était pas vraiment notre sujet, mais c'est là où je trouve que le procès fait à la mondialisation est totalement injuste. À Toulouse, il aurait pu arriver la même chose. C'est parce qu'il y a eu, alors sans doute un entrepreneur de génie, en l'occurrence Jean-Luc Lagardère, pour monter Airbus et pour faire cet élément à l'échelle européenne, que Airbus a été en capacité non seulement d'affronter la mondialisation, mais de triompher de l'ensemble de ses adversaires dans la mondialisation. On aurait pu faire la même chose sur d'autres secteurs. Oui, si tu montes en gamme, c'est toujours la même chose. Si tu veux faire du textile chinois à la place de la Chine, tu seras perdant puisque tu as un coût du travail 3 à 4 fois plus élevé. Donc
d'accord. C'est toujours la même histoire. Hein. Mais attention, je ne suis pas en train de dire en tant qu'économiste que la mondialisation est une mauvaise chose. J'essaie juste de te dire... Non, mais tu dis qu'elle creuse les inégalités. Non, elle j'ai creuse pas dit les ça. inégalités Ah non, à partir du moment où on perd la bataille. Non, ça, c'est vrai. J'ai pas dit ça. J'ai dit les Français n'aiment pas la mondialisation parce qu'ils pensent qu'elle creuse les inégalités. Tu as dit parce qu'ils pensent à juste raison. Alors, à juste raison, oui. Sans politique de redistribution, tu constateras que le taux de chômage est plus élevé dans le nord de la France qu'à Toulouse. Mais en fait, ça pose la question... Parce qu'on a perdu les batailles. Et au-delà de la capacité à capacité à compenser, c'est-à-dire la formation professionnelle, la reconversion, la mobilité géographique du facteur travail. Tu le sais bien, en France, on bouge assez peu. Ouais. Et alors ça, sans doute, c'est un fait majeur. C'est-à-dire que la mondialisation amène une accélération, sans doute, des ruptures, des prises de décision, des modifications structurelles qui peuvent peser sur l'emploi et tout. Et donc, il faut plus d'agilité et plus de souplesse. Ça, oui, sans doute. Oui. Mais bien sûr, c'est de la réponse pour moi à la mondialisation croissante, c'est la flexi-sécurité. C'est toujours cette même histoire, hein, de l'agilité au niveau des jobs. Et en même temps, un soutien aux travailleurs. Relocalisation. Alors, c'est pour le coup une étude très complète qui amène quand même, allons-y au bout, puis ensuite on détaillera, qui t'amène quand même à dire qu'en fait, en termes de relocalisation, si on veut vraiment travailler sur la question de la souveraineté, on va se retrouver à relocaliser finalement très très peu de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on peut refaire la mécanique qui est la tienne sur cette réflexion de la relocalisation? Alors, c'est une étude on va le voir d'ailleurs, on va projeter un schéma très intéressant et puis vas-y, tu vas nous détailler. Alors d'abord, pour rendre hommage à ma co-auteure, c'est une étude avec Sarah Guillou, nous sommes deux sur cette étude. En fait, la souveraineté, d'abord, ça ne se réduit pas à la relocalisation, mais pour répondre à ta question, relocalisation, les mots ont un sens. Tu ne relocalises que ce que tu as délocalisé. Or, les études de l'INSEE sont quand même assez claires. La France a assez peu délocalisé depuis en tout cas les années 2010, depuis 10 ans. Autour de 2 à 3% des entreprises. Alors tu me diras, tout dépend de la taille de l'entreprise. Alors, il y a un paradoxe. Oui, parce que la vraie vague, c'est 2000-2010. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, tu vois que depuis... Oui, sauf que le sujet arrive aujourd'hui sur la table. Et quand tu regardes par rapport aux autres pays européens, on n'est pas ceux qui délocalisent le plus. Ceux qui délocalisent le plus, tiens-toi bien, sont les pays du Nord, qui sont extrêmement compétitifs, premier point. Et secondement, tu t'aperçois que quand on délocalise, paradoxalement, c'est pas tellement en Chine. La France délocalise beaucoup en Europe de l'Est et un peu en Afrique du Nord. Donc attention, ce mythe qui consiste à dire « nous avons perdu la bataille de l'industrie parce que nous avons délocalisé », c'est un mythe. Donc il n'y aura pas de grand retour. Même si tu prends 20 ou 30 ans de recul. Oui, tu regardes les études de la DG Trésor sur les causes de la désindustrialisation en France. Il y a une très très belle étude, je crois de 2013-2014, qui te montre que 70% des destructions d'emplois, c'est des gains de productivité, et puis secondement, l'insuffisance montée en gamme de l'industrie française. On a perdu la compétitivité, en fait. Hors prix. Tu parlais tout à l'heure d'Airbus, on peut parler aussi du luxe, mais si tu laisses luxe, Airbus, et puis ce qu'on appelle les produits du terroir et la pharma, prends l'automobile. Tu vois bien que c'est la longue descente aux enfers depuis 20 ans. Donc pour revenir au sujet sur les relocalisations, il ne faut pas trop en attendre. Je ne dis pas qu'il ne se passera rien, tout simplement parce qu'on a peu délocalisé. Mais ça, il y a un mythe dans l'inconscient français. Notre industrie, elle existe, elle est à l'étranger. Elle n'est pas à l'étranger. Elle n'est pas à l'étranger. Intéressant. Donc, par définition, tu auras peu de relocalisation. Et si tu veux relocaliser... Non, mais ça, attends, il faut s'arrêter là-dessus, parce que ce mythe induit, en fait, que il suffit d'arrêter de délocaliser et tout ira bien. Non, il faut faire, en fait, des efforts considérables pour retrouver de la compétitivité, bien sûr. pour que tout aille bien. Et paradoxalement, tu pourrais presque arriver à la conclusion que comme tu as peu délocalisé, en réalité, si tu veux développer tes compétences, il va devoir plutôt attirer des investisseurs étrangers. Donc c'est plutôt une souveraineté ouverte. Le paradoxe, c'est que tu arrives à l'idée que la souveraineté, c'est peut-être le synonyme d'une bonne politique de compétitivité. Mais si tu reviens Attends, je te cite là-dessus. Une politique qui viserait à réduire les importations, c'est à peu près, aurait des effets opposés à ceux recherchés. La politique d'autonomie stratégique peut se retourner contre la souveraineté elle-même. Mais bien sûr, Stéphane. Imagine que tu taxes les importations. N'oublions pas que à peu près 30% des importations, ce sont des composants que tu utilises ensuite dans les produits que tu vas exporter. Pour parler clairement, dans ton Airbus assemblé à Toulouse, tu as des composants qui sont importés d'autres pays. Eh bien, tu vois bien que pourquoi tu importes ces composants? Parce qu'ils te donnent de la compétitivité coût qui va te permettre en fait d'exporter plus. Tu as une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à importer. Tu peux pas comme ça séparer les deux points. Et puis n'oublie pas. Attends, je répète ça aussi.
une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à importer. Mais bien sûr. Les Allemands, ils importent beaucoup. Mais bien sûr. Les premiers exportateurs du monde sont aussi les premiers importateurs Mais bien sûr, du monde. ils ont fait même ce qu'on appelle l'économie de bazar, c'est-à-dire, tu le sais, ils produisent des composants dans différents pays de l'Est qu'ils assemblent ensuite dans une usine en Allemagne. Donc oui, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Secondement, on voit toujours en France, et on revient à notre question de départ, l'importation comme un mal. Mais importer, pardon, c'est le privilège de l'acheteur. L'importateur, c'est celui qui peut choisir quand il a le choix. On va revenir sur le cas où il n'a pas le choix. Mais quand il a le choix, il peut choisir de rompre un contrat. Qui a été le plus affecté par la crise du Covid? C'est quand même les exportateurs chinois de produits textiles. Attention à ce mythe, mais très français, ce qu'on a appelé le mythe du potager. On va tout faire soi-même. Le privilège d'un pays développé, tu sais ce que c'est? C'est de choisir sa dépendance. C'est d'être sur le maillon sur lequel tu es incontournable. Je change de sujet, mais c'est le même. Regarde. Non, ça attend, parce que, encore une fois, on a le temps et c'est super intéressant. Le privilège du potager, j'ai adoré ça. Parce que le potager, ah oui, c'est mes tomates, ah oui. Ah bah oui, mais tu fais pas pousser du blé dans ton potager. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es limité dans tes capacités de production. T'as un problème. Et tu appauvris d'une manière générale l'ensemble de la... C'est le fondement de l'économie. L'économie repose sur la division du travail. Enfin, ce qui vaut pour un individu vaut pour un pays. Plus tu es éduqué, plus tu es riche, plus tu divises le travail. La question, c'est où es-tu sur la chaîne de valeur? Et on voit bien que ce qui rapporte, là où est la valeur ajoutée, c'est plutôt ce qui est en amont, la R&D, plutôt ce qui est en aval, le marketing, c'est la fameuse courbe du sourire. Et on voit bien que la mondialisation te permet paradoxalement d'être beaucoup plus compétitif sur les maillons de chaîne de valeur qui sont en fait... Alors effectivement, j'aurais pu la mettre là, la courbe du sourire, j'ai choisi ça, mais à mon avis, elle a un problème. Donc la courbe du sourire, effectivement, ce que tu disais, et la production, elle est tout en bas du sourire. Sauf que sont apparus, et c'est pour ça sans doute que ça émerge maintenant, sont apparus des éléments d'aménagement du territoire, sont apparus des éléments de... réactivité. Non, mais autour de la nécessité quand même de conserver la production dans un pays qui n'apparaissent pas dans cette figure du sourire, justement. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi pas avoir ce débat? Mais il faut aussi regarder le débat dans toute sa dimension. Plus tu voudras faire au niveau national, au niveau européen, c'est déjà un peu différent. Plus tu vas perdre en économie d'échelle. Parce que c'est bien beau de dire on va tout faire nous-mêmes. Et donc, est-ce que tu es si sûr que ça, que c'est un moyen d'assurer tes approvisionnements? Pas tout faire nous-mêmes. C'est juste le sujet de la production qui, à un moment, retrouve quand même. Oui, mais si tu veux produire, ça veut dire que tu mets une usine en France, on est bien d'accord. Donc, soit tu as un marché mondial, là, ça se défend, mais si ton idée, c'est d'ouvrir une usine en France d'abord pour desservir le marché français, tu as un énorme problème. On le voit avec l'idée des masques. Une fois que tu as produit pour le pays, qu'est-ce que tu fais de ces masques? Donc attention à ce mythe qui est de dire le lieu de production est forcément la chose la plus importante. Oui, c'est ça. Secondement, c'est-à-dire qu'il faut, pour reprendre tes masques, il faut qu'ils soient suffisamment compétitifs ou suffisamment innovants pour qu'ensuite tu puisses les exporter, tes masques. Et puis tu as quand même un autre petit problème, c'est que tout le monde nous dit si on faisait tout nous-mêmes, alors on serait indépendant. Mais au contraire, tu es encore plus dépendant. Imagine le jour où tu as un choc. Imagine un jour où tu as un choc en France. Ne le souhaitons pas. Tu fais tout toi-même. Ça n'aurait pas été mieux d'avoir justement diversifié ses importations, d'avoir contracté avec... Bien sûr. Donc attention à ce mythe et puis tout faire soi-même. Tu en parles aussi d'économie de rente. Si tu fais tout toi-même, ça veut dire que tu as en fait assez peu d'acteurs qui profitent. C'est très important ce que tu dis. C'est pour ça que pour nous, si on fait une politique de souveraineté, on n'est pas contre en tant que tel. On dit attention... Une politique de souveraineté, ça doit se faire au niveau européen pour avoir la taille critique et donc la concurrence. Quand tu regardes les politiques de souveraineté qui ont été mises en œuvre, par exemple, par les Japonais, pour rentrer dans des secteurs comme l'automobile, ils mettent de la concurrence interne parce qu'ils ont un grand marché. Tout le monde oublie de dire que la politique industrielle japonaise de remonter des avantages comparatifs dans l'automobile, c'est 11 producteurs. Connaît-on dans le monde un pays qui a 11 producteurs automobiles? C'est une concurrence féroce. Donc pour revenir à ton point... Et ça c'est quoi? C'est fin des années 50? Oui, c'est même ça, plutôt les années 60. Même plutôt les années 60. Même chose pour l'électronique. Le gouvernement japonais dit oui, je vais faire de la souveraineté, en tout cas de la politique industrielle, mais je vais mettre de la concurrence. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Certes, la BARDA a mis 10 milliards sur les vaccins. La BARDA, qui est donc l'autorité, la DARPA pour les biotech. D'accord. La BARDA a donné 10 milliards pour découvrir le vaccin, 10 milliards de subventions. Elle n'a pas dit je désigne un laboratoire, elle a misé sur 9
entreprises, 9 vaccins différents. C'est important ce qu'on dit, c'est-à-dire, à supposer même que tu veuilles faire toi-même, surtout, ne confie pas la production à un seul producteur. Ça, c'est un peu l'approche française. Même à deux d'ailleurs. Hein, Picking the winner, hein, c'est ce que dit Jean Tirole dans son ouvrage Économie du bien commun. Il ne faut jamais désigner le vainqueur à l'avance. Or, comme la France est un petit pays, pour moi, une politique de souveraineté, ça n'a de sens qu'au niveau européen. Reprenons là donc, parce que le temps tourne très vite, processus de décision, on va peut-être le mettre plein pot d'ailleurs pour qu'on voit bien, processus de décision de relocalisation d'un bien industriel. Donc d'abord... Le politique décide. Nous on part du principe que c'est au politique de décider si c'est essentiel ou pas. Voilà. Ok. Donc ça, je veux des médicaments, tel médicament en France. Alors regardons d'abord, est-ce qu'on l'importe ? Voilà, première raison, est-ce qu'il est ou pas délocalisé? À supposer que tu l'importes, tu n'es pas dépendant. Tout va dépendre du nombre de fournisseurs existants ou potentiels, que ce soit en nombre de pays ou en nombre d'entreprises. Si tu as un grand nombre potentiel d'entreprises qui peuvent produire, où est le sujet ? Il te suffit de diversifier tes approvisionnements. À supposer que tu t'aperçoives que tes approvisionnements ne sont pas diversifiables. À ce moment-là, tu peux te poser une troisième question. Ne faut-il pas faire des stocks stratégiques ? Ça me semble par exemple une bonne approche pour les masques. Je ne suis pas un spécialiste des masques, je suppose que ça se conserve un certain temps. Est-ce que c'est besoin de créer... certain temps, ça a été le problème. Est-ce que c'est nécessaire pour autant de créer des entités, des unités de production qui vont peut-être plus te servir dans 2 ans ? Et si vraiment tu arrives à la conclusion que tu n'as pas d'autre choix, alors tu peux commencer à te poser la question de la relocalisation. Alors un petit mot, la DG Trésor a fait le même travail, mais avec une autre hypothèse. Elle n'a pas fait d'a priori, elle a dit je prends les importations françaises, 4 970 importations françaises, et je regarde les biens essentiels. Et absolument. Et elle arrive à 12. 12, donc si je sais compter, ça fait un peu moins de 0,2%. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Attends, reprends ça. Donc, on prend 4 970 importations françaises. Ça, c'est les importations de la France. L'ensemble des produits que la France importe. On regarde si la France pourrait être dépendante à l'importation d'un seul fournisseur ou pas. Oui, non. Si elle est dépendante d'un seul fournisseur, peut-elle diversifier ? Oui, non. Et on arrive, alors c'est au niveau européen, là, c'est extra-européen, pardon. Et si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de fournisseur autre que celui avec lequel on est engagé, alors on est dépendant. Et dans ce cas-là, il faut éventuellement relocaliser. 12 sur 4... Non, mais sans ironie aucune. Dans les 12. Non, parce que dans les 12, il doit y avoir les semi-conducteurs, sans doute, par exemple. Voilà. Parlons-en, si tu veux, des semi-conducteurs. Oui, c'est le sujet du jour. Hein. Oui. Tu veux qu'on en dise un mot ? À fond, vas-y. Moi, je pense qu'il y a une erreur de raisonnement. D'abord, les semi-conducteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un écosystème. Il y a ceux qui fabriquent les semi-conducteurs, c'est les Taïwanais qui ont le marché et les Japonais. Tout à fait. Est-ce qu'on entend vouloir revenir sur ce marché-là ? Le ticket d'entrée pour construire une usine, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Donc, il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas plutôt plus malin, soit d'être sur un autre élément de la chaîne de valeur ? On y revient toujours. On a déjà un leader européen. Ce n'est pas seulement... STMicro. Non, c'est ASML. ASML fabrique toutes les machines pour faire des semi-conducteurs. Est-ce que tu ne crois pas qu'un producteur de semi-conducteurs taïwanais n'est pas autant dépendant de ASML que les Européens? En clair, est-ce qu'il faut miser sur le rattrapage? Faut-il rattraper notre retard dans un secteur où le coût d'entrée, le ticket d'entrée est très élevé, premièrement? Ne vaut-il pas mieux investir sur la chaîne de valeur, sur le montant de la chaîne? Intéressant, ça se dit toujours la même chose. Moi, 10 milliards, alors c'est une histoire de... Tiens, on en parlera dans la semaine d'ailleurs, hein, puisque l'Institut Montaigne a publié une note très précise là-dessus. Et donc, je crois que c'est Mathieu Duchâtel qui viendra nous voir pour détailler tout ça. Donc, tout se joue dans la finesse de la gravure. Exactement. Descendre à 2 nanomètres. Voilà, j'ai appris ça. Il se trouve qu'on a quand même STMicro, Soitec, enfin, on a des acteurs. Attention, Pardon. Non, mais STMicro ne fabrique pas tous ces microprocesseurs. Tout à fait, voilà. Les fab lit, elles sous-traitent. T'as des sujets dans la chaîne de valeur qui sont très intéressants. T'as aussi tout le sujet autour d'ARM, qui est lui le concepteur, on va dire l'architecte du microprocesseur. Enfin on verra, il y a l'autorité de la concurrence justement là-dessus qui va se prononcer, c'est passionnant avec Nvidia. Mais ce que je veux dire, 10 milliards pour un élément dont on sait qu'il sera alors pour le coup essentiel à l'économie du 21e siècle, moi je trouve ça pas cher. Mais tu n'as pas résolu ton problème, 10 milliards c'est construire l'usine. Dans l'usine tu fais quoi? Il faut produire des microprocesseurs. Les dépenses avec des gravures très très fines. R&D plus CAPEX des 3 ou 4 grands. Il y a une note de la Fondapol très intéressante de mon collègue Adrien Hippolyte. En moyenne, c'est le ticket pour faire de la R&D, c'est 40 à 50 milliards par an. Non mais je dis pas non, mais à l'échelle européenne, pourquoi pas? C'est intéressant. Mais ça te pose quand même un sujet, c'est dans une industrie qui va très très vite, est-ce que tu ne risques pas d'avoir un train de retard ou est-ce qu'il ne faut pas mieux miser sur là où tu es déjà le plus performant? Oui, mais je reprends moi tes pas de doigts, c'est Taïwan. S'il y a un sujet où je me dirais, tiens quand même, tu vois, je fais une cartographie des risques.
Taïwan, c'est pas l'endroit le plus sécure sur la planète. On peut le dire comme ça, Emmanuel. Donc voilà. Je connais pas plus que ça Taïwan. Bah mais... si, enfin, alors t'as pas que le Taïwan. Alors, Hein. je vais te dire, Tu as Samsung, Corée du tout près Sud. de la Chine, tu vois. Et tu as Et depuis tu as aujourd'hui Samsung, 70 ans, tu as Samsung, un certain ressentiment à l'égard de Taïwan. Ouais, voilà. Ça fait 70 ans en tout cas que ça marche. Ça fait 70 ans que ça marche. Tu as Samsung, tu as les Japonais. Je suis pas en train de te dire que je suis contre l'idée Non, de... mais enfin, en tout cas, on est au cœur du débat. Voilà, c'est Et intéressant. puis n'oublie pas le coût d'opportunité. Si tu mets 50 milliards sur les semi-conducteurs, c'est quand même la loi de l'économie, tu mettras peut-être pas 50 milliards, je sais pas, sur des vaccins. Donc au bout d'un moment, il faut faire ses choix. Et puis le débat, il n'est pas binaire. C'est pas semi-conducteur ou pas semi-conducteur. Tu le sais bien, les semi-conducteurs, c'est pour des usages très différents. À nouveau, est-ce qu'il ne faut pas se spécialiser sur certains types de semi-conducteurs? C'est ce que tu penses, hein, construction d'avantages comparatifs. Mais donc il nous reste une minute. On rappelle Ricardo, la théorie des avantages comparatifs. Eh ben oui, monsieur le professeur d'économie. fais ce que tu sais faire le mieux. En réalité, approfondis ta spécialisation pour devenir, en réalité, c'est quoi être souverain? C'est être indispensable dans la chaîne de valeur. Ça n'est pas être indépendant. Personne n'est indépendant. Ça n'a pas de sens d'être indépendant. Celui qui est véritablement indépendant, c'est celui qui est tout simplement riche, ce qui revient à dire que être souverain, c'est mener une bonne politique de compétitivité. Alors si vraiment on veut faire de la souveraineté, c'est résiduel, c'est du domaine du militaire. On n'a pas de problème, on le dit dans la note. Il est évident que lorsqu'il y a des enjeux stratégiques, on peut... Et il est normal que l'État aille regarder, c'est prévu dans le Code monétaire et financier, mais nous expliquer que la distribution alimentaire, c'est de la souveraineté. Vous savez, tu sais, Stéphane, quand tout est souverain, plus rien ne l'est. Quand tout est stratégique, plus rien n'est stratégique. Donc attention, ne jouons pas trop avec les mots. Et si souveraineté on veut, alors menons une bonne politique de compétitivité à l'échelle européenne. Emmanuel Combes était notre invité sur Bismart. À bientôt, Emmanuel. Merci Stéphane. Pour une nouvelle note, un nouveau sujet. Merci. Formidable de réfléchir comme ça. On termine Bismart dans un instant, les amis. Dernière partie, les amis, de notre émission. C'est Monique Dagneau qui est avec nous. Bonjour, Monique Dagneau. Bonjour. Vous êtes sociologue. On va donc parler de ce bouquin Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Monique, alors, génération, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est une étude sociologique. Tout à fait. Sur ces 20%, mais ces 20%, ils étaient... Enfin, justement, est-ce que cette proportion de surdiplômés, c'est ma première question, se rétrécit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il y a 40 ans, ça aurait été les 40% qui transforment la France, ce qui voudrait dire que dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être les 15, voire les 10% qui transforment la France? Ou est-ce que c'est relativement stable, à votre avis? Mais c'est absolument pas stable. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diplômés et de plus en plus de hauts diplômés. Au début des années 80, vous aviez à peu près 20-25% des gens qui passaient le bac. Aujourd'hui, vous en avez 80%. Et ensuite, il y en a une partie qui... C'est à ce point-là, Monique, au début des années 80, oui, il y avait 25% d'une classe d'âge. C'est le bac, oui. Alors ensuite, il y a le bac technologique, le bac pro, des nouveaux bacs ont été installés. Mais en même temps, oui, il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient le bac. Donc ensuite, pas beaucoup qui allaient faire des études supérieures. Tout à fait. Aujourd'hui, si on prend le chiffre d'aujourd'hui, vous avez donc 80% qui passent le bac, environ 62% d'une classe d'âge, donc des vingtenaires, qui vont faire des études supérieures. Après avoir fait des études supérieures qui peuvent être longues ou courtes, vous en avez 45% qui obtiennent un diplôme d'études supérieures, y compris avec les écoles grandes ou petites. Et ensuite, ceux qui font un bac plus 5 ou école, c'est 20%. Donc 45% qui font une filière courte et 20% qui font une filière longue. Et alors, donc il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant, mais alors transforme la France, parce que au cœur de cette génération surdiplômée, on avait l'habitude de décrire une forme de malaise, en ce que justement leur activité était, parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux, pas toujours en rapport avec la qualité de leur diplôme, et que justement ils n'avaient pas les leviers de transformation. Comment est-ce qu'elle se répartit justement cette génération, Monique? Voilà. Alors, en fait, c'est même pas 20%, c'est plutôt 23% qui ont un bac plus 5 ou plus. Nous, on a pris 20%, parce qu'il y a énormément d'études américaines qui parlent des 20% de très, très fortement diplômés, ouais. Et que c'est vrai qu'il y a une partie des diplômes, des masters qui ont une employabilité plutôt modeste. Donc nous, on a pris 20%.
Ensuite, dans ces 20%, vous en avez qui ont des diplômes, disons, plus prestigieux, si vous prenez des gens qui font des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs, et puis vous en avez d'autres qui font, par exemple, des masters de lettres, mais il n'y en a pas tant que ça, et donc, du coup, ils ont un diplôme moins prestigieux. Mais au total, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez aller travailler dans un poste de cadre, dans une entreprise, dans l'univers associatif, dans l'univers politique, dans l'univers administratif, il faut avoir bac plus 5 ou plus. Donc de toute façon, alors ensuite, est-ce qu'ils transforment? Ça, c'est tout un débat. Mais disons, c'est au sein de ces 20%, en tout cas, qu'il y a cette capacité à la fois transformatrice, de direction, d'innovation. Et le livre, l'enquête que nous avons faite, elle est avec Jean-Laurent Cassely, elle est beaucoup axée sur l'univers de l'innovation, les consultants en innovation et les start-upers. Ça ne constitue pas l'essentiel des 20%. Les 20%, vous avez des gens qui ont des professions anciennes, des cadres de la production, vous avez des médecins, vous avez des avocats, vous avez des gens qui travaillent dans l'enseignement. Et puis, vous avez une partie qui est plus du côté des nouveaux métiers. Alors, c'est ça, avec la transition numérique, il y a toute une floraison de nouveaux métiers qui sont apparus. Aussi bien dans le domaine technologique, des ingénieurs spécialistes des data, du cryptage, des réseaux. Et puis, vous avez des nouvelles professions qui sont designers, qui travaillent dans le social, managers, mais dans le secteur du numérique. Je reviens sur l'un des éléments. Vous commencez d'ailleurs par là. Et vous dites, en gros, cette fracture, c'est 20% contre les 80%. Alors, je vais peut-être un peu plus loin que vous, mais elle est en fait presque plus grave. Et vous venez de dire pourquoi. Parce que c'est eux qui ont en fait effet. Tous n'ont pas les leviers, mais si vous voulez avoir les leviers, il faut faire partie de ces 20%. Et vous dites que c'est presque plus grave en fait que les 1% les plus riches. Que ce fameux slogan des 1% les plus riches. Alors, bon, c'est une façon d'entrer en matière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clivages dans notre société. Bon, il y a un clivage qu'on a beaucoup monté en politique, c'est les 1% qui détiennent à la fois des grandes richesses, des leviers de pouvoir, contre les 99%. C'est Occupy Wall Street, c'est le mouvement qui s'est développé aux États-Unis en 2011. Et aujourd'hui, il y a un slogan percutant, c'est les 1% très, très, très riches contre les 99%. OK, c'est un clivage. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas dans les 1% de gens de plus en plus riches, puisqu'il y a un développement assez exponentiel de la richesse à partir des 1%, même un petit peu plus haut. Oui, c'est même le 0,1. Oui, 0,1, exactement. Voilà, exactement. Mais par contre, les 20%, ils constituent quand même un clivage, qui est un clivage plus culturel, beaucoup plus culturel qu'économique. Et donc, c'est une autre façon de regarder la société d'aujourd'hui, avec cette montée du niveau de diplôme. Et donc, d'un côté, vous avez effectivement les gens qui, parce qu'ils sont dans ces 20%, qui ont un bon diplôme, vont avoir une certaine liberté d'action, une certaine liberté de choix dans le secteur où ils veulent travailler, comment ils veulent travailler, etc. Et puis, vous avez d'autres qui sont moins fortunés, dans lesquels qui auront beaucoup plus de difficultés à rentrer dans le monde économique, dans l'insertion professionnelle. Et donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est aussi quand vous êtes dans les 20%, vous avez fait des études longues. Moi, je pars du principe, je l'ai beaucoup étudié, c'est que des études longues, c'est un sas initiatique. Pendant un certain nombre d'années, vous allez évidemment beaucoup travailler, beaucoup accumuler de connaissances, mais les campus ou les grandes écoles, ce sont des lieux aussi de sociabilité, d'opportunités culturelles, d'opportunités pour voyager. Et donc, pendant ces 5 ans ou plus, vous allez pouvoir finalement un peu maturer votre vie, ce que vous voulez faire, vous réorienter. J'ajoute un élément, on vient d'en parler d'ailleurs avec l'invité précédent. Dans un monde où on sait que, alors on appelle ça en RH la demi-vie des compétences. En gros, tous les 5 à 10 ans, il faut renouveler fondamentalement votre stock de compétences, avoir appris à travailler. C'est un acquis considérable finalement. Alors, c'est vrai que ces 20% aussi, dans leur formation, ils vont acquérir une certaine flexibilité, une capacité à faire de la veille sur ce qui est nouveau, à saisir les opportunités. Et donc, c'est pour ça que je dis vraiment, ces études longues, c'est aussi un moment de maturation personnelle, de projection, évidemment, où on apprend énormément de choses. Et donc, du coup, ces gens qui ont pu faire cette expérience, d'une certaine façon, à 20 ans, ils vont un peu se séparer du reste des autres qui sont obligés finalement, qui n'auront pas eu ces années-là,
pour maturer, qui seront obligés finalement d'être moins exigeants peut-être en termes d'emploi. Tout à fait. Et qui pourront moins se projeter. Alors, il y a un élément intéressant, Monique, c'est que c'est une classe en fait on peut parler d'une classe, je crois, très hétérogène, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sauf sur un point. Vous l'écrivez comme ça, c'est énorme investissement dans la parentalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement conscients des atouts de leurs études qu'ils investissent énormément pour que leurs enfants bénéficient des mêmes avantages. Alors eux-mêmes ont déjà bénéficié par leur famille d'un support notamment culturel, d'un accompagnement culturel très important. Donc ils en sont extrêmement conscients. Et d'ailleurs ils disent, nous on a eu de la chance de pouvoir bénéficier d'un tel contexte. Ils ne sont pas du tout du genre, tout m'est tombé du ciel, c'est grâce à mes efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais en même temps ils ont un peu nourri à la sève bourdieusienne, c'est-à-dire ils savent très bien que les très bons élèves souvent ont été fortement accompagnés par leur milieu, et ils le disent tout à fait volontiers. Mais ça veut dire que pour rentrer dans cette classe, c'est aujourd'hui très très difficile. Si vous n'en faites pas partie, si vos parents n'en ont pas fait partie, alors elle vous est fermée aujourd'hui ? Alors les personnes qui arrivent à effectivement passer ces obstacles et à rentrer en étant par exemple d'origine populaire ou d'origine petite classe moyenne dans ces études-là, en général, ils les désignent comme un parcours dans lequel il a fallu totalement se défoncer et même qui tient, je dirais, d'une contingence heureuse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose il y a un contexte qui leur a permis finalement de franchir ces obstacles. Je prends un exemple d'un livre que récemment, la jeune fille qui est d'origine populaire et d'ailleurs d'origine étrangère dit « J'avais de la chance parce que j'étais fille unique et j'avais une chambre pour travailler ». Ce qui est souvent pas le cas dans les milieux populaires. Truc de dingue, absolument. Là, donc, on peut dire que souvent, il y a derrière tout ça, quand une personne arrive à franchir cet obstacle, il y a une contingence heureuse dont on a pu tirer parti. Ou des capacités exceptionnelles quand même. Voilà. Aussi il y a des athlètes de haut niveau des études, heureusement. Voilà. Tout à fait. Il y a des athlètes intellectuellement préparés, sans doute, mais aussi qui ont des athlètes de l'effort. C'est-à-dire pour franchir tous ces obstacles. Quand vous faites bac plus 5 ou même une grande école, vous avez passé des centaines d'examens, étalés sur plusieurs années. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez dû vous remotiver, préparer, etc. Donc il y a aussi des champions de l'effort intellectuel. Puisque c'est l'un des éléments du moment pour Emmanuel Macron, parce qu'on va y aller quand même un petit peu sur la politique, quand il justement insiste sur le côté égalité des chances, quand une de ses premières décisions de président de la République, on l'a un peu oublié maintenant, hein, c'est le dédoublement des classes CP-CE1. Il essaye de faire quelque chose pour que cet archipel ne soit pas trop éloigné de l'ensemble de la population ? Sûrement que l'idée de dédoubler les classes, c'est une bonne idée parce que, en fait, ce parcours du combattant qui vous amène à 25 ans à avoir un très bon diplôme, il commence dès la maternelle. Donc c'est normal qu'on puisse essayer de soutenir les enfants qui, justement, vont éventuellement pouvoir grimper dans l'échelle sociale par le biais de l'école. Donc ça, c'est très juste. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que depuis des années, on essaye de mettre en place des processus de discrimination positive pour aider les jeunes à rentrer dans ces écoles. Et que, alors peut-être c'était pas suffisant, mais c'est aussi parce que le parcours à accomplir est très 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 difficile. Ces politiques de discrimination positive, elles n'ont eu vraiment des effets qu'à la marge. Et dire tout le monde le reconnaît, y compris les écoles comme Sciences Po, comme Polytechnique, qui ont mis en place des dispositifs divers entre des bourses, des écoles préparatoires, des classes préparatoires, du tutorat, etc. Mais c'est un effort tellement gigantesque que pour le moment, les fruits portés sont vraiment très limités. Alors, 3 minutes quand même, un mot de politique, parce que, et c'est vrai qu'au départ, quand je regardais votre bouquin, je me dis ça, c'est les bataillons de Macron, en fait. Eh bien non, pas du tout. Vous parlez d'ailleurs parfois, j'aime beaucoup ce terme d'alter-élite, c'est-à-dire qu'ils vont absolument dans tous les sens. Et alors, je lis quand même parce que... dans mon esprit, c'est un cliché, mais en même temps, vous décrivez exactement ce qu'on peut penser aujourd'hui de ces jeunes surdiplômés. Donc, c'est Oleg, fondateur de plusieurs startups.
j'espère, le terreau profond de ceux qui regardent Bismart. J'ai toujours voté à gauche, et là j'hésite entre la gauche et la République en marche. Je suis à fond pour payer mes impôts, payer des droits de succession. Sur l'entreprise, par contre, j'ai intérêt à avoir une réflexion saine sur le cadre juridique et les méfaits de l'instabilité juridique. Mon sentiment par rapport à la société française, je me sens extrêmement positif et optimiste. Tout ce qui ressemble à du défaitisme, du repli sur soi, je ne comprends pas. Les élites ont souvent une culpabilité face à leur réussite. Mon père n'avait pas un rond. Un peu ce que vous disiez, hein, il y a toujours cette idée que quand même j'y suis arrivé. Mon père n'avait pas un rond. J'ai l'impression que tout le monde peut y arriver. Mes parents ont réussi grâce à l'école républicaine. J'ai des amis qui viennent de tous les milieux sociaux. Je me sens aussi la nécessité de refuser le repli identitaire. Bon voilà, ça veut dire que c'est quand même des gens qui réfléchissent énormément. Absolument, mais ils ont été portés à le faire, en tout cas, pendant de longues années, au cours de leurs études. Oui, mais qui sont témoins de l'explosion, en fait, de l'offre politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression, Monique, si on termine là-dessus. Alors, si on termine sur le... D'abord, c'est... 2 minutes, hein. Cette population, les personnes que nous avons interrogées, je précise, elles avaient entre 25 et 40 ans. C'est une étude générationnelle, hein. Et donc, ils avaient, pour la plupart... Enfin, une grande partie d'entre eux avaient voté Macron en 2017, d'autres à gauche... et un petit peu d'autres, même à l'extrême gauche, absolument, et le Parti écologiste. Donc, c'est quand même la base de Macron en 2017, mais y compris pour les enseignants. Il avait véritablement une base. Alors, la droite ne séduit strictement pas cet univers-là, ne séduit pas du tout ces jeunes, et encore moins, évidemment, le Front National. Alors ensuite, ils se projettent quand même, alors je ne sais pas ce qu'ils feront aux prochaines élections, mais ils se projettent quand même plutôt vers le centre-gauche ou la gauche, même l'extrême-gauche, parce que vous avez une partie d'entre eux qui se sent déclassés, parce qu'ils ont fait de longues études et ils ont un salaire qui est quand même très modeste à l'aune de ces études, un mode de vie relativement modeste. Donc une partie d'entre eux se sentent déclassés, c'est sûr, et voteront peut-être pour des partis radicaux. Et tous, absolument tous, ils sont portés par la fibre écologiste, mais bon, ça ne se traduit pas nécessairement par un vote pour le parti écologiste. Mais tous ont quand même, dans leur mode de vie, leur vision de la société, leur vision du monde, leur projection, l'idéal écologiste, c'est-à-dire un mode de vie plus frugal, et aussi, d'une certaine façon, plus égalitaire, plus de gauche. Merci Monique Dagneau, merci beaucoup. Donc Génération surdiplômée, hein, les 20% qui transforment la France, c'est aux éditions Odile Jacob. Et nous, les amis, on se retrouve demain.